Ça marche, merci. Écoutez, bonsoir à tous. Heureux de vous voir réunis de nouveau dans notre salle de conseil. Ça faisait un petit moment. On va essayer de reprendre un rythme normal. Alors, avant d'ouvrir ce conseil communautaire, je vais, sans plus attendre, donner la parole à Jam, puisque vous savez qu'on avait convenu, lors d'un précédent conseil communautaire, nous avions un échange qui avait été très très bref sur le sujet de la GEMAPI. Jam n'était pas présent, donc on avait convenu de faire un focus sur le point de la GEMAPI. Il est donc accompagné ce soir de Samuel. Alors, l'idée, Jam, s'il te plaît, l'idée c'est d'avoir une présentation environ 30 minutes pour qu'on puisse, puisse avoir un échange de 15 minutes ensemble. C'est important de mettre en perspective ce qu'est la GEMAPI, le champ d'intervention du syndicat, comment est-ce que la communauté de communes intervient. Donc voilà, donc je vais pas être plus long, je vais laisser la parole donc à Sam et à Samuel, et puis on passera donc sur la partie formelle du conseil communautaire à l'issue de cette présentation. Jam, je te donne la parole. Merci. Donc je vais commencer donc, avec Samuel. Donc on va le faire à deux voix. L'objectif, alors on va essayer de tenir le timing d'une demi-heure. On a déjà pris un peu de retard. On n'a pas répété. La grande difficulté, c'est dans un dossier complexe d'expliquer simplement et de manière courte. Donc je pense que comme on part tous avec des degrés différents de compréhension de ce sujet, donc on restera à disposition, puisque Samuel devient de plus en plus performant sur cette connaissance. On restera à vos dispositions pour les questions. L'objectif est que le 21 octobre, je n'étais pas là, je m'en excuse, j'étais pris par d'autres obligations. Et donc il y a eu une intervention sujet MAPI suite au DOB. Et donc il y a eu des questionnements, où les réponses ont été apportées succinctement, avec quelques, comment dit-on aujourd'hui, on en vit beaucoup là en ce moment, des fausses nouvelles, des fausses informations, c'est ça? Des fake news, ouais, mais j'aime pas trop ce terme. Enfin bon, qui n'ont pas non plus le degré d'importance que l'on vit en ce moment. Mais bon, voilà. Donc on va essayer de remettre les choses, comment dit-on aussi, remettre l'église au milieu du village. Alors ça tombe bien pour une commune qui n'a pas d'église, la mienne. Samuel, c'est à toi. Ça vient tout seul, ok, parfait. Ok, j'ai pas encore l'habitude du micro. Alors, je commence juste par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Samuel Le Goff, donc chargé de mission Plan Climat et GEMAPI à la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Rapidement, sur ce qu'on va vous présenter en quelques mots ce soir, on essaiera d'être efficace. Donc voilà, on va simplement rappeler un petit peu le contexte de ce que c'est que la GEMAPI, avec des cartes aussi un petit peu générales, et puis on va vous présenter ce qui est fait en matière de prévention des inondations. Pas tout. Peut-être pas tout quand même. Hop, alors, il faut que je pense... Moins fort. On peut pas varier, c'est soit on éteint, soit on... Ouais, mais si on voit rien, si jamais dans les diapos vous voyez rien, vous le dites. Parce qu'il y a des diapos de cartes, si on voit rien, c'est pas la peine de les présenter. Ok, vous nous direz s'il y a un problème de visibilité. Donc voilà pour les points que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors, simplement pour rappeler ce que c'est que la GEMAPI, c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'acronymes durant la présentation, donc on va essayer d'expliquer un petit peu tout. Donc, ça se décompose en deux. GEMA, c'est pour la gestion des milieux aquatiques. Ça a pour objectif d'atteindre un bon état écologique des masses d'eau et des zones humides. Il y a différentes actions qu'on pourra vous détailler un petit peu après au niveau de la GEMA. Et puis PI, c'est pour prévention des inondations. Il y a deux types de prévention des inondations. Les inondations fluviales, c'est ce qu'on a appelé le PIF à travers l'acronyme, et puis les inondations maritimes, donc le PIM.
Donc à chaque fois sur les titres des cartes que vous verrez ou bien le PIF ou bien le PIM, c'est à ça que ça fait référence. Il y a une règle aussi des 3 P, qui est appelée comme ça pour la prévention des inondations. C'est le premier P, la prévision, la prévention et la protection. Peut-être que c'est aussi des choses que vous entendrez par la suite. Hop. Alors, un petit mot sur la compétence GEMAPI qui comprend 4 grandes missions qui sont obligatoires. Vous les avez à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, la numéro 5, c'est celle qui nous importe le plus pour ce soir. C'est la défense contre les inondations et contre la mer, pour les communes littorales ou infralittorales. Et il faut savoir que... Tout va bien. Que cet item-là, numéro 5, est à la carte pour le syndicat mixte du bassin du lait, pour le SMBL, alors que c'est tout le package, si on peut dire, pour le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Tees. Donc spécifiquement sur le syndicat du lait, le SMBL, du bassin du lait, il y a des EPCI qui prennent ou non cet item-là. Alors, un rappel également sur comment est-ce que cette taxe-là est ventilée. On parle aussi d'aquataxe. Elle est ventilée à travers la taxe foncière, bâtie et non bâtie, la taxe d'habitation de résidence secondaire. La taxe d'habitation, comme vous savez, avec la réforme, du coup, c'est de moins en moins le cas, jusqu'à sa suppression totale. Et puis la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Et donc, de fait, avec cette disparition progressive de la taxe d'habitation, il y a une répercussion, notamment sur les autres taxes. Pour donner un exemple sur ce que ça représente en termes de volume financier en 2021, ça correspond à 1,3 million d'euros, répartis de la manière suivante, je pense que vous le voyez bien. Donc il y a la partie syndicat mixte du bassin du lait en bleu, à hauteur d'un peu plus de 700 000 euros. La partie orange, c'est pour le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Tees, à hauteur de 330 000 euros, un peu plus. Et puis, il y a aussi une partie que nous, on gère en direct, puisque ça ne fait pas partie des compétences des syndicats. C'est la lutte contre les rongeurs aquatiques envahissants, notamment les ragondins. Et donc ça, nous, on le gère en direct, et ça représente un tout petit peu moins de 200 000 euros. Ah oui, et effectivement, juste sur la diapo précédente, hop, en fait, il y a sur la taxe, en fait, il faut savoir que la loi MAPNAM permet d'aller jusqu'à hauteur de 40 euros par an et par habitant pour le prélèvement de cette taxe-là en DGF. Alors, la cartographie des bassins versants, c'est une carte qu'on souhaitait vraiment vous présenter pour bien comprendre en fait la réalité hydrographique finalement de la région qui nous concerne. Et quand on parle de GEMAPI, quand on parle de manière plus générale de gestion de l'eau, on parle en bassin versant. Et donc il y a une réalité hydrographique que l'on voit là sur cette carte-là. Donc BV pour bassin versant, on voit que notre territoire est regroupé sur 2 bassins versants, le lait et puis celui de la Vendée. Avec une information importante, c'est que 90% du bassin versant de la Vendée ne va pas dans la Sèvre niortaise. On le voit un petit peu sur la carte, ils sortent par des canaux de chez nous, de Sud-Vendée littorale, au niveau de la porte des 5 abbés. D'où le risque des inondations fluviales qu'on peut particulièrement avoir. Donc sur notre territoire, sur Sud-Vendée littorale, on aura vraiment cette répartition en 2 bassins versants, et ça c'est important d'avoir ça en tête. Alors un autre point qui est important, c'est ce qu'on parle souvent, il faut que je pense à changer les deux, on parle souvent du SAGE. Alors là, on vous a mis les cartes des différents SAGE. Alors le SAGE, c'est pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui se décline à l'échelle des bassins versants. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'ils sont regroupés. Et donc ces SAGE-là, ils sont élaborés par la CLE, qui est la Commission locale de l'eau, qui est aussi peut-être un acronyme que vous connaissez. Et donc ça, c'est l'outil opérationnel sur la gestion de l'eau. Alors sur la cartographie suivante, ça vous reconnaissez bien, c'est vraiment le contexte en particulier sur Sud-Vendée littorale, comment concrètement ça se décline sur notre territoire. Donc vous voyez bien en fait qu'il y a 2 syndicats de bassin qui se retrouvent sur notre territoire.
avec une petite anomalie que certains auront déterminée sur la cartographie, puisque c'est le canal de Luçon qui fait véritablement la coupure entre les deux syndicats mixtes au niveau de la ville de Luçon. Donc la partie en bleu pour le SMBL, le syndicat du lait, et puis le SMVSA, syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise. Donc 2 bassins versants, 2 syndicats mixtes. Et donc il y a ces différentes entités que vous connaissez bien entre le bocage, la plaine, le marais, le littoral, voilà, qui se retrouvent sur l'ensemble du territoire. Avec une complexité, je vous l'expliquerai un petit peu par la suite, que ça nous pose, nous, au niveau de la gestion des bases de données, pour travailler avec ces 2 syndicats qui ont des gestions différentes aussi en matière de bases de données. Alors maintenant, on fait un petit focus sur le syndicat mixte du bassin du lait. Alors vous voyez en bleu, on a vraiment les contours et le périmètre du syndicat mixte, qui correspond à celui du bassin versant, donc, qui s'étale sur les 11 EPCI du territoire, le bassin versant, ouais, c'est ça, donc qui regroupe 230 000 habitants. Et vous voyez en coloré vraiment les communes membres du SMBL qui sont en violet et en orange, avec la particularité des EPCI en orangé par rapport à cette compétence à la carte sur le PIM dont je vous ai parlé en introduction. Et ces 8 EPCI membres représentent 130 000 habitants sur le SMBL. Donc il y a cette défense contre la mer qui fait partie des compétences, et puis aussi les réserves de substitution qui font partie aussi de la compétence des syndicats mixtes que vous connaissez. Alors maintenant, on va passer de l'autre côté. On passe sur le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Otise. Alors c'est à peu près la même type de cartographie. Donc vous voyez en rouge le périmètre, et puis en coloré de la même manière les EPCI qui correspondent. Il faut savoir qu'il y a 6 EPCI membres au niveau du SMVSA, avec une représentation de 80 100 habitants. Il faut savoir qu'il y a 2 départements, enfin 2 territoires qui sont hors département, l'Aglo 2B pour Bocage-Bressuiret, donc là on est dans les Deux-Sèvres, et puis au Nice Atlantique, où là on est en Charente-Maritime, avec la petite échancrure en bleu en bas de la carte. Alors, on souhaitait également vous présenter cette carte-là, avec un petit peu plus de détails. Donc là, on a fait l'exercice de reprendre à notre échelle, pour avoir vraiment la carte Sud-Vendée littorale, et voir à quoi correspond quand on parle de GEMAPI en matière de représentation cartographique. Donc vous voyez les fameuses digues, qui sont les traits, finalement, que vous voyez ici en bleu pour ce qui est de la prévention des inondations fluviales, les digues fluviales, et puis vous voyez en marron ici sur la légende, voilà, en rouge-marron pour ce qui est des digues plutôt maritimes. Et on a fait une sélection des ouvrages, on ne les a pas tous répertoriés parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais ce qu'on peut vous dire, c'est en matière de kilomètres de digues, ce que ça représente. Alors voilà, sur SVL, finalement, alors il faut que je les remette ici aussi, voilà, on a 84 km de digues fluviales et puis 53 km de digues maritimes, ce qui correspond sur notre territoire. Ce qui a été un petit peu compliqué, simplement pour information, ça a été de faire coïncider les 2 bases de données pour aboutir à cette carte-là. Ça paraît facile de la voir comme ça. Et du coup, je tiens à remercier Freddy, notre sigiste, qui nous a beaucoup aidé pour la réalisation de cette cartographie. Le message est passé. Merci. Mais ça, contrairement, c'était beaucoup de travail, alors que les 2 syndicats font un boulot énorme donc, au niveau de suivi de leur syndicat et de la cartographie. Mais c'est vrai que pour assembler 2, ça n'a pas été si simple que cela. Donc on a passé un peu de temps. Donc merci pour eux. Bon, alors je vais prendre la main. Donc cette diapo va rester un moment. Synthétiser l'ensemble des chiffres qui sont nombreux, très nombreux, qu'on a montré dans des commissions diverses et variées. En une seule diapo, c'est quasi impossible. Mais si vous retenez au moins ça, c'est déjà pas mal. Donc tout est parti d'une prospective qui s'est faite sur 2022, 2025, voire 2026. J'ai mis 2022-2025 parce que au-delà de 2025, vous verrez qu'au moins un syndicat aura des difficultés à pouvoir donc faire une prospective très très juste. Pour relever ça, a pu travailler jusqu'en 2026 pour SMBLM, parce que je veux dire pour le bassin du lait, c'est difficile.
Bon, avant donc, il y a une explication. Hein. La gestion des milieux aquatiques, pourquoi on travaille sur ce thème-là? Le résultat, c'est qu'il y a 2% des cours d'eau vendéens qui sont en bon état. Je vous rappelle que c'est un objectif de la directive cadre européenne, que l'objectif c'était 100% en 2027, que évidemment la Vendée n'atteindra pas ce cap à 100% en 2027. En Loire-Bretagne, donc c'est tout le bassin de la Loire et les Bretons et les côtiers vendéens, l'objectif est fixé à 61%, et donc on en est très loin. Il faut d'ores et déjà qu'on travaille sur la justification de la non-atteinte de ce bon état. Donc là, il va falloir qu'on explique pourquoi on n'y arrive pas. Et donc souvent, ça va être, ce qui va être dit, c'est parce qu'on n'a pas pris les moyens pour le faire. Alors il y a des inconvénients, c'est-à-dire qu'un seul paramètre sur 25 pour l'état écologique mauvais entraîne un mauvais état. Donc c'est pas si simple que cela. Donc on essaye de travailler aussi sur ce volet-là. Voilà. Donc il y a un risque de contentieux. Et là au moins, peut-être pas toujours, mais on va décentraliser le contentieux. Donc clair que les territoires qui n'auront pas atteint risquent d'avoir demain à payer des pénalités parce qu'ils n'ont pas atteint leur bon état. Alors il y a d'autres objectifs dans la qualité des eaux. Hein. Donc il y a la baie d'Aiguillon et le Pertuis breton, il n'y a pas que les cours d'eau. Et donc vous connaissez chez nous l'importance de la conchyliculture. Alors, il y a autre que des syndicats gémapiens, on va appeler gémapiens les syndicats avec la Gémapi, bon, on a inventé un terme, hein, c'est l'eau potable, c'est l'assainissement que l'on s'occupe avec le SPANC et que chaque commune s'occupe aujourd'hui avec l'assainissement collectif. C'est ce qui s'appelle les pollutions diffuses, souvent gérées par les politiques agricoles communes. Et donc, tout cela fait qu'on doit atteindre un bon état. Bon, il y a un outil qui existe, donc sur la gestion des milieux aquatiques, ce qui s'appelle les contrats territoriaux eau. C'était des contrats territoriaux avant avec d'autres noms, maintenant c'est des contrats territoriaux eau. Voilà l'outil qui existe et ils sont en train de prendre du poids énormément, bien subventionnés par l'agence de l'eau, par le département ou la région. Sur la prévention des inondations fluviales, chez nos territoires, il y a 2 cours d'eau principaux, le Lay et la Vendée. Avec deux zones différentes, j'ai toujours l'habitude de le dire. Le Lay se déverse dans le Pertuis breton, et la Vendée et la Seine niortaise dans la baie d'Aiguillon, ce qui n'est pas la même chose. Donc dans l'inondation fluviale, il y a des zones à risque. Sur le Lay, il y a le bassin mareuillais avec des inondations très fortes, avec donc le secteur aval jusqu'à Grue et l'Aiguillon, où il y a des secteurs à difficulté, il y a eu des inondations fortes. Et les marais, évidemment, qui sont dans ce secteur-là, jusqu'à la Tranche-sur-Mer, Longeville, ce côté là-bas. Il y a d'autres secteurs, la Réorte, qui a des endroits dangereux, l'affluent d'Asmagne et Aval, donc, qui sur Saint-Hermine. Il y a le secteur donc, de la Vendée, Aval-Vendée qui nous touche, Lidel, Guetveluire, Taillé, Chailly-les-Marais, où là, il y a des risques importants. Surtout que l'évacuation, comme a été dit tout à l'heure, se passe par les 5 AB et voire même jusque par le canal de Luçon et les différents canaux, avec difficulté de déboucher à la mer. Voilà. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des inondations aux bordures pleines du Marais mouillé, de Nallier à l'Hérault, où on a vécu des petits soucis dans certaines maisons de retraite. Voilà. L'outil, là, c'est les fameux PAPI, qui sont les programmes d'action et de prévention des inondations. Puis il y a d'autres outils qui sont les suivis des crues, qui nous sont imposés de plus en plus par la préfecture de la Vendée. Il y a Vendéo qui travaille sur un logiciel, Picto, et puis les syndicats gémapiens qui doivent suivre pour que leur système d'endiguement, c'est-à-dire que ce qui protège le territoire, ne subisse pas des crues trop violentes, ou si elles doivent être violentes, on doit préciser tout de suite aux communes pour qu'elles mettent en place leur PCS. Il y a le dernier point, c'est les préventions des inondations marines. On va en parler après. On va faire un zoom sur ce secteur-là. Sur les CTO, il y a beaucoup de travail sur la GEMA. Donc c'est plutôt pour l'aval, l'entretien des canaux, la JUCI, bien sûr, l'entretien des fossés, l'adoucissement de berges, le piautage des berges, puis etc. Sur l'amont, il y a plutôt des reméandrages de cours d'eau, des espèces végétales envahissantes aussi, l'entretien de la végétation des berges, où il y a beaucoup d'arbres qui tombent, des restaurations de chaussées, donc de moulins, ce qu'on appelle la continuité écologique,
et la renaturation des cours d'eau, des clôtures, des abreuvoirs pour éviter que les animaux aillent dans les rivières, et puis des franchissements, des passerelles. Vous voyez, donc il y a un panel d'actions. Vous voyez les chiffres pour la prospective 2022-2025 sur le SMBL. Donc on n'a pas pu séparer le GEMA et le PIF. Hein, c'est 1 560 000 € par an. Et il y a des recettes. Pour que vous compreniez le tableau, les recettes, c'est les actions sont subventionnées. Je vous l'ai dit tout à l'heure par les 3 partenaires qui sont agences de l'eau, département, région. Donc il y a à peu près 40% de subventions. Et puis on a travaillé sur autre. C'est quoi? C'est les emprunts. Ici, c'est à peu près 1 million d'euros d'emprunts qui seraient faits sur les 4 ans qui viennent, hein, pour des actions fortes comme la continuité écologique sur le secteur de Mortevieille, l'ouvrage de Mortevieille. Des travaux ont été réalisés bien avant, hein, que j'expliquais tout à l'heure. Bon, après, donc, on a essayé de faire des parts qui sont avec une augmentation la plus raisonnée possible, mais vous avez bien vu qu'elle était quand même forte. Il y a des clés de répartition qui sont faites, et là, sur le GEMA-PIF SMBL, il y a 8 EPCI avec des clés de répartition, donc on pourra vous expliquer si vous le souhaitez. Sur SMVSA, Vendée-Sèvres-Authise, le GEMA et PIF, c'est donc, vous voyez, un gros volet gestion des milieux aquatiques avec des contrats territoriaux hauts forts pour 2 225 000 € par an, et un gros volet prévention des inondations fluviales, puisqu'il y a beaucoup de kilomètres fluviales au niveau de Vendée-Sèvres-Authise, hein, et qui, donc, avec un programme énorme, où là, des actions PAPI sont mises en place. Sur le PI maritime, pour le bassin du lait, c'est 4 millions d'euros 50 par an, hein, et des recettes de 62%. Alors, c'est un peu mieux subventionné, c'est à peu près 75% de subvention, mais pas sur toutes les actions. Donc ça fait... et puis il y a des actions qui ne sont pas subventionnées du tout. Donc évidemment, ça fait une moyenne. Là, c'est 3 850 000 € d'emprunts prévus pour les 4 ans qui viennent. Et donc une participation qui est à 22%. Et nous, Sud-Vendée Littoral, on a une participation à 85% de cette somme-là. Et 15% pour Vendée Grand Littoral. C'est historique. C'est une répartition que l'on avait fait depuis des années. Pour VSA, le PI maritime, c'est 1 160 000 €, hein, et ils arrivent au terme de ces actions, vous verrez tout à l'heure, avec, donc c'est un total de dépenses de 5 120 000 €, hein, ce qui veut dire que là, tout confondu, hein, on est à peu près à un niveau de subvention à 59%. Autre, avec un programme d'investissement d'emprunt de 3 millions d'euros, hein, qui, bien sûr, c'est étalé, alors donc j'ai ramené par an. Hein. C'est pour ça que c'est compliqué à avoir, mais c'est étalé, ça peut être un emprunt tout de suite, et puis je l'ai étalé sur les 5 ans, je pense. Et donc, ce qui fait une part, nous, de 437 100 €, avec une répartition par des clés de répartition qui sont territoire, marais, habitation, habitants, etc. Donc, on pourra vous les donner aussi. Voilà. Hein, donc, voilà pour cette carte qui est compliquée, mais qui résume tout, si vous voulez avoir la perspective. Et dedans, on va chercher tous les éléments qu'il faut. Après, bon, on va faire un zoom sur la protection, la prévention des inondations maritimes, qui sont peut-être le point le plus important sur notre territoire. C'est au moins le point le plus cher, hein, puisque je pense que ça représente 80-90% des coûts in fine. Il y a plus d'une trentaine d'événements ont été recensés depuis le XVIIIe siècle, depuis le XVIe siècle, pardon, hein, avec 4 événements qui ont marqué le territoire, hein, dont celui que vous vous souvenez tous, Xantia. Donc Xantia, c'est environ... Alors, sur le territoire risque important, c'est toute la baie d'Aiguillon, partant de Hénande jusqu'à Longeville. On a donc les chiffres très précis. C'est environ 6 000 habitations sinistrées. C'est 32 décès, dont 29 à la Faute-sur-Mer. Et c'est 40 000 hectares de terres agricoles submergées. On a donc fait... il y a 5 000 personnes qui sont concernées par l'aléa moyen, 7 000 par l'événement extrême. Et, point important, il y a une fréquentation touristique sur ce territoire risque important, c'est-à-dire que c'est le taux d'habitants saisonniers de 320%. Et pour vous faire un peu plus peur, mais ça n'arrive pas l'été, heureusement, il y a près de 2000% pour la Tranche-sur-Mer et la Faute-sur-Mer. Donc c'est un point très important à retenir, hein, parce que, heureusement, pour l'instant, les événements n'arrivent pas l'été.
Donc la réponse a été 3 papilles qui sont faits sur la baie d'Aiguillon par rapport au territoire. Donc vous avez les 2 papilles, le papille Aval, le papille Vendée-Sérotis et le papille Neuronis. On y va sur le premier. VSA, c'est 16 millions d'euros à peu près. Et puis syndicat mixte bassin du lait, c'était 24 millions d'euros en 2014. C'est passé à 33 millions d'euros en 2021 avec des avenants. Et c'est autorisé depuis le 1er décembre, donc c'est pas vieux, après le 21 octobre. C'était autorisé de 30 à 36 millions, donc plus 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a un plafond de 36 millions d'euros de dépenses. Et ça ne peut pas le dépasser, sinon on n'a pas les subventions ad hoc. Et on a obtenu, ça devait être fini en 2023, et on a obtenu 2 ans de délai pour pouvoir le réaliser. C'est surtout le dossier de la Tranche-sur-Mer qui nous a donné cette possibilité d'avoir 2 ans de plus, puisqu'on a des retards avec connus. Voilà. Donc, même sur notre territoire, il y a des choses qu'il faut comprendre. Il y a un niveau d'analyse qui est fait pour avoir les subventions qu'on appelle les analyses coût-bénéfice. Il est analysé que rapporte de faire une digue ou de ne pas la faire. Et donc, si, dans le fond, ça coûte moins cher de ne pas la faire, parce qu'il y a peu de dégâts, eh ben, il n'y a pas de subvention. Et à l'intérieur des syndicats, on a fait des priorités, c'est-à-dire qu'on a mis des priorités 1, 2 et 3. Il faut savoir que sur le bassin du lait, la priorité 1 est énorme, puisqu'il y a beaucoup de population. Vous connaissez les communes qui sont concernées et impactées. Priorité 2, c'est il y a plus de population diffuse. Sur Vendée-Sérotis, c'est plus le cas. Il y a beaucoup plus de population diffuse, mais c'est important. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important de les protéger. C'est important de protéger les trois secteurs. Et d'autres, c'est plus des terres agricoles. Majoritairement, c'est plus autour de la baie. Alors, sur VSA, ce qui a été réalisé, il y a eu d'abord les travaux d'urgence Xentia, donc, qui ont été faits, à peu près 11 km de digues qui ont été réalisés avec des ouvrages qui ont été réparés juste après Xentia. Très bien subventionné, puisque là, c'était juste après la tempête, avec en plus des plans de submersion rapide. Okay. Voilà. Donc, il y en a eu pour 3,9 millions à peu près de réalisés, et bien réalisés. Et retenez bien ce que je viens de dire sur le bien réalisé sur VSA. D'autre part, dernièrement, vient de se faire l'ouvrage de la Pointe aux Herbes. Avec une alors, si on met les automatisations et protections de surverse de d'autres ouvrages, des ouvrages annexes ou ailleurs, on est pour 1 450 000 €. Il y a eu des digues donc, du Petit Rocher Vircourt pour 3 km pour 1 560 000 €. Tout ça, c'est avant subvention, c'est compris avec les subventions. Et donc, il y a l'entretien, débroussaillage, bâcage, etc., repère de crues pour 2 millions d'euros, dont la réduction de vulnérabilité, qui est un élément important, puisque c'est ce qui protège, c'est ce qu'on donne de l'argent, l'État donne de l'argent pour faire des pièces de survie ou pour aménager donc pour 400 000 €. Ce qui est prévu dans les années 2022-2026, ce qui a entraîné la demande de hausse de la participation, donc c'est les digues maritimes pour 11 km 500, pour 4 250 000 €. Alors, essayez de faire des ratios avec les kilomètres et vous verrez qu'il y a des différences énormes. Et ça peut aussi venir du fait que certaines ont été faites dans de bonnes conditions et donc on est obligé de reprendre plus ou moins. Il y a donc les digues fluviales où là elles sont donc dans le papy pour 7 km 800, donc 3 100 000 €. Et de l'entretien qui devient de plus en plus prégnant, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire le dessin de ce qui s'est passé pendant des années, c'est-à-dire qu'on n'a pas entretenu, donc évidemment, maintenant si on n'entretient pas, donc il y en a pour 1 540 000 €. Et puis, donc, il y a une étude pour le prochain papy, parce que ce n'est pas fini, quoi. On peut y aller. Et désormais, on va passer donc sur le syndicat mixte bassin du lait. Donc, les travaux réalisés depuis 2010, alors c'est pas complet, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été réalisés aussitôt, Xentia, par la Faute-sur-Mer surtout. Donc, les chiffres ne sont pas à jour sur la Faute-sur-Mer. Mais n'empêche que ces travaux sont aujourd'hui transférés au syndicat mixte avec une dette qui a suivi, bien sûr, dont je parlais tout à l'heure.
Donc vous pouvez lister tous ces travaux qui ont été réalisés. Les plus importants sont ceux qui protègent la population en premier, hein, donc digue ouest, Platin, Vieille Maison, qui s'est terminé d'ailleurs avec une décision du préfet importante sur Vieille Maison, hein, d'aller un peu plus vite que dérogation. Hein. La digue est, donc, qui s'est fait, donc c'est la première qui s'est fait à l'aval du pont, hein, que vous avez fait. Hein. Et puis donc, la digue du génie spéciale, c'est que c'est la communauté de communes qui l'a faite suite à une reprise donc, au 5e mix de la digue du génie, hein, qui a d'ailleurs une association qui a fait un transfert d'1 million d'euros, ce qui n'est pas rien, hein, pour faire ces travaux. Et donc il y a eu 500 000 euros donc, qui ont été investis. Le barrage du Brau, le dernier, 3,3 millions. Et puis, donc, ce qui a été fait dernièrement sur l'Aiguillon, la presqu'île, hein, le Merlon-Pergola pour 4,4 millions. Et divers digues. Hein, donc la pergola, c'est la première qui a été faite aussi. Et la digue du génie, 850 mètres sur les 4 km 330. Donc pour 1,5 million. Il ne faut pas oublier dans ce qui a été fait aussi d'autres axes. Dans un PAPI, il n'y a pas que l'axe 7 pour les travaux. Il y a aussi d'autres axes, hein, qui sont liés, hein, donc, dont ce que je vous ai parlé tout à l'heure, la réduction de vulnérabilité, et puis donc les repères de crues, le suivi des plans communaux de sauvegarde, etc., la communication. Hein, donc sur le bassin du lait, c'est à peu près 1,3 million qui ont été mis depuis. Et puis sur la réduction de vulnérabilité, c'est 4,7 millions. Et c'est pas fini. Et donc sur l'avenir, 2022-2025, qui est tout proche. Le premier projet qui va se lancer, c'est l'écluse des wagons. Hein, l'écluse des wagons, donc pour 2 millions d'euros. Petite problématique, c'est qu'il était démarré à 900 000 euros en 2017. Et aujourd'hui, c'est 2 millions d'euros. Le projet le plus important et phare que nous, on souhaite absolument terminer dans les temps, c'est les digues de la Vénoriette et toutes les digues de la Tanche-sur-Mer. On a toujours espoir d'y arriver si l'enquête publique se passe bien et si l'expropriation ne prend pas trop de temps. On est rendu à 8 millions d'euros. On a démarré à 5. Autre sujet important, les digues Est et digues du Polder, les digues Zamourettes. Alors là, c'est un petit sujet. La digue Zamourettes, c'est celle qui autour. Ça, c'est ce que l'État souhaite que l'on fasse, ce que la commune ne souhaite pas trop que l'on fasse. Et depuis le départ, donc, la commune de commune et le syndicat mixte a suivi la commune pour ne pas le faire. Mais s'engage aussi à faire plutôt la digue Est, donc le tronçon A qui descend, qui existe d'ailleurs pour 800 mètres, mais pour l'instant on n'a pas de subvention sur ce tronçon-là. Donc on va commencer certains travaux et on va le mettre dans le futur projet, mais c'était un problème majeur. Dernier point, le problème de l'écluse de l'Arac, qui est un problème important puisqu'il y a des risques d'inondation par l'Arac pour les arrières de l'Aiguillon-sur-Mer et de Saint-Michel-en-l'Herbe. On a eu une très très mauvaise surprise. La restauration de l'Arac est impossible, trop mauvais état, donc il faut refaire l'ouvrage. Il était prévu pour à peu près avec parce que c'est un package avec les portes de dénouement. Hein. Il y avait des zooms, mais c'est pas grave. Avec les portes de dénouement. Il est pour 1,4 million. Aujourd'hui, on nous annonce de multiplier ça par 3 à 5. Et donc, on est condamné à reporter ce projet-là pour le faire dans un autre programme futur, parce que sinon, ça ne tient pas dans nos 36 millions. Et donc, ça permet peut-être de débloquer quelque chose que l'on avait reporté, puisque vous avez compris que la priorité était plutôt l'Arac, hein, et sur les digues de Polder, Saint-Michel, Wagon-Trièze, qu'on avait un peu reporté parce qu'on atteignait le plafond du PAPI. On va pouvoir peut-être les faire. Je pense qu'on va pouvoir en faire. Mais on avait reporté aussi parce qu'elles n'étaient pas en si mauvais état que cela. C'est-à-dire qu'elles ont été refaites, mais je ne mettrai pas le bien là. Hein, je mettrai moyennement. Hein, peut-être un peu mieux sur celle des wagons, hein, qui protègent Trièze. Voilà, donc on espère pouvoir donc lancer ce programme. Mais
Faites un petit ratio entre les 9 km 900 et les 4,8 millions, et vous verrez que ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il faut pas loin de 700 000 à 1 million d'euros par kilomètre. On a vu 2, hein, on a vu 500. Mais donc, on sait très bien qu'on va avoir des soucis pour pouvoir faire l'ensemble, mais on va essayer. On passe... Non, mais les zooms sont passés, c'est bon? D'accord? Ouais. Bon, donc je vais sur... Sur le PEP. Hein? Le PEP. Oui, sur le PEP. Alors, ce qui va être étudié sur SAIGAMX Bassin du Lay, un autre acronyme, hein, le PEP, c'est un programme d'études préalables. Avant, on faisait des papiers d'intention. Sauf qu'on s'est aperçu qu'en faisant ces papiers d'intention, quand on allait aux travaux, vous avez eu des exemples de coûts différents, voire en explosion. Et donc aujourd'hui, on nous impose à faire des avant-projets presque définitifs pour pouvoir demander des subventions. Donc et on nous aide financièrement pour faire évidemment les programmes d'études préalables. Donc ce qui est prévu avant 2025, c'est d'étudier donc la digue de l'ex-Compigne, qu'on va appeler désormais le parc, hein, de l'Aiguillon-la Presqu'île ou de la Faute? De l'Aiguillon-la Presqu'île, voilà. Il faut qu'on change un peu les termes, hein, oui, on s'habituera. Là aussi, c'était pas prévu dans ce programme d'action actuel, c'était bien prévu de l'étudier. Il y avait là aussi un différend entre l'État qui souhaitait qu'on se mette le long des maisons, hein, et que la commune souhaitait plutôt qu'on reste où elle est. Je pense qu'un compromis va se trouver, peut-être pour couper un peu la poire en deux. Hein, mais bon, sinon on n'aura pas d'argent pour faire le long du lait. Et puis le long des maisons, le problème, c'est qu'on entraîne des conséquences sur les zones rouges. La digue du Génie, il y a un package là, écluse de la RAC, hein, les prises d'eau de Nouamment, qui sont l'ancien polder, je ne sais pas s'il faut qu'on fasse ça. Et puis il y a donc la digue du Génie, où il reste 3,5 km à faire. La digue des Sablons, où il y a 1 km 870, 1 km 8. On s'aperçoit que ça va être compliqué tout cela. Et on est en train d'essayer de travailler sur un ensemble avec peut-être en urgence des digues qui se feraient le long de la RAC pour revenir vers ce qu'on appelle, nous, le pont cardinal, pour essayer de protéger avant une durée du prochain PAPI qui ne pourra pas se mettre en place avant 2026, de protéger ce territoire. Et donc il y a une réétude qui va se faire, mais vous pouvez donc... de toute façon, il faudra faire 4 ou 5 km de digues, dans tous les cas de figure, plus un ouvrage. Donc on va se trouver avec des sommes qui ne sont pas négligeables. Et puis donc voilà. Je n'oublie pas que sur la prévention des inondations fluviales, sur le digue du Lay, il y a à peu près entre Bro et Mauric, où il y a urgence à travailler dans certains endroits, il y a 2 fois 8 km. Et qu'entre Mauric et le Préjaillard, il y a 7 km. Donc il y a 23 km de digues fluviales qui seront étudiées à faire. Alors en espérant que ce n'est pas multiplié par 1 million d'euros, hein, parce que autrement on ne va pas s'en sortir. On y va pour le dernier. Ça donne ça. Alors ce tableau, il est peut-être compliqué, hein, il est complexe. Il reprend donc les syndicats mixtes, hein, avec leurs sigles, avec leur séparation GEMA et PIF, avec leur séparation PIM ou pas, comme VSA c'est un ensemble. C'est les mêmes chiffres globaux, hein, qui sont ramenés en participation, hein, donc globale. Par exemple, je vais prendre un exemple, SMBL. En 2022, la participation qui a été sollicitée avec des emprunts de chaque syndicat, hein, et puis donc des subventions, c'est de 625 000 euros, c'est une hausse de 19%. Et donc ça répercute une hausse, puisque nous SVL représente 39,88% avec les quais de répartition et 8 EPCI. Sur le PI maritime, hein, c'est 890 000 euros, donc c'est une hausse de 35%. Et encore, on a fait tout ce qu'on a pu, et vous avez vu qu'on ne pourra pas tout faire. Hein, et la participation de SVL, c'est 85%. Donc ça fait 756 500 euros. J'ai ramené par habitant, hein, ce que ça donne en euros, donc vous voyez les poids de chaque... Et puis pour VSA, c'est 1 469 896 euros de participation demandée aux 6 EPCI. Et donc c'est une hausse de 29%.
Et nous représentons donc à peu près 31%. Et ça fait 407 millions. Donc ça fait 1 442 849, alors qu'on était à 1 105 514. On a arrondi les ragondins. Il y a quelques petites demandes de dégrèvement qu'on fait payer. Et puis il y a un transfert qui s'appelle Less Mine pour 18 000. Alors, des chiffres ne sont pas définitifs. Les ragondins, c'est 250 € de moins. Le dégrèvement, c'est un peu moins. Et donc, je pense qu'on va tourner autour de ces chiffres-là. Voilà. Donc, pour résumer, nous étions à 19,50 € par habitant pour une population de 78 756 habitants. C'est la référence 2021. Et en gardant la même référence, nous passons à 24,4 € par habitant. Voilà. Voilà. Et maintenant, on n'a pas répondu à toutes les questions, mais on est prêt. Puisqu'on a plusieurs diapositives qui sont prêts pour répondre aux questions que vous avez. Et surtout, poser les questions qui ont valu des problèmes de compréhension autrefois, sinon c'est moi qui les poserai. Merci Jam, merci Samuel. Écoutez, l'objectif vraiment ce soir, c'est de pouvoir en discuter, de répondre aux questions. En effet, c'était important. Voilà, donc je vous laisse la parole pour ceux qui auraient des interrogations, des compléments à demander à Jam. On n'est pas sur un vote, on n'est sur rien, on est vraiment sur une présentation de la GEMAPI ce soir. Voilà, c'est très clair. Donc il faut que la parole soit libre et qu'on ait une bonne compréhension de ces dossiers qui est complexe. En à peine une heure, en effet, Jam, je sais que c'était extrêmement contraint, mais voilà, on a les grandes lignes. Je vous donne la parole. Ça vous a assis. C'est la valse des millions, mais vous savez, les millions, non. Oui, c'est que... C'est l'augmentation qu'on voit, l'augmentation des travaux, c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, on passe on finit par 2, par 3. Je ne sais pas, bientôt, dans 5 ans, à combien on va être. Ça devient ça. Par rapport aux études qui sont, je sais, Alors, la hausse vient de deux choses. La hausse des matériaux, aujourd'hui, la hausse, c'est indéniable. Et puis, les bureaux d'études aujourd'hui, donc, c'est ceinture et bretelles, quoi. En clair, ils ne veulent plus prendre aucun risque. Comme pour l'ouvrage de la RAC, hors de question. Et donc, après, avant, on pouvait mettre avec des caissons. Aujourd'hui, il faut aller avec des pieux, et puis il faut... Donc, c'est ceinture et bretelles, donc on est obligé de travailler, mais c'est partout pareil. Hein. D'accord ? J'ai oublié de dire, mais c'est que... Pourquoi ils font ça ? C'est parce que derrière, il y a les risques. Et je vous annonce que le 5e X bassin du Laine ne sera plus assuré demain, puisqu'aucune assurance veut l'assurer sur ces risques. Et donc, les entreprises sont le même cas de figure. Tout le monde ne veut plus prendre de risques. C'est... Voilà. Un point que je souhaitais rajouter. J'ai l'exemple du 5e X bassin du Laine. VSA, on a le président, donc il pourra le compléter. Le 5e X bassin du Laine, en 2016, il avait 840 000 € de dette, de capital restant dû. Hein, d'accord. En 2018, il est passé à 4 millions d'euros, dont 2 millions d'euros venant des dettes des communes. Et on est monté à 4,9 millions, on descend à 4,6 millions, et je vous annonçais 3,8 millions et puis 1 million d'emprunts. Il y a un moment donné, je pense qu'on va prendre peur. Je vous annonce aussi qu'on est contrôlé par la Chambre régionale des comptes, il n'y a pas que le Sud-Vent littoral, bien sûr, et que c'est une évidence qu'ils vont mettre le doigt sur l'endettement. L'étude qui a été présentée, vous n'avez pas encore pris en compte, et malheureusement, je pense que vous allez avoir des coûts supplémentaires, parce qu'il y a une nouvelle loi qui s'appelle Climat et Résilience, qui vient d'être votée, dont la commune de La Tranche-sur-Mer est concernée. Je crois que c'est la seule dans la communauté de communes.
sur lequel il semblerait, mais aujourd'hui c'est pas encore sûr, mais que le financement rentre dans le cadre de la GEMAPI au niveau des expropriations et des relogements des personnes que nous allons être obligés de réaliser dans le futur, proche d'ailleurs. D'accord avec vous, je confirme. Je confirme. Et un point que j'ai oublié, c'est l'érosion littorale, où on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de territoires où il y a érosion littorale, on l'a vu, chez vous aussi. Hein, et donc, voilà. Oui, mais oui, vraiment la tranche est concernée. Mais on en a sur Saint-Camix, sur Longeville-sur-Mer. D'accord. Voilà. Et donc, on sait qu'il y a là aussi, il y a du... En fait, il y a 10 communes en Vendée qui sont concernées. J'ai oublié. Oui, ok, c'est vrai. J'en parlerai à la fin, mais si vous me laissez 1 minute pour conclure après. Je souhaite, puisque vous ne voulez pas poser de questions, on va parler de ça. Je souhaite aborder la question du siège. C'est une question qui a posé problème, puisqu'on a eu l'impression qu'on voulait faire un siège à la place de digue. On peut juste demander d'afficher le... Ouais, je vais juste passer. Super, merci. C'est toi qui présente. Ah, ouais, hop, alors, pardon. C'est vrai que ça avait été évoqué en commission. Le projet du siège du syndicat du bassin du lait. Il y avait simplement cette diapositive-là qui permettait de montrer la situation du lieu qui avait été choisi, à Mareuil, qui était une position assez centrale par rapport au périmètre du syndicat. Et donc voilà, ça permettait de montrer finalement où le siège pouvait se situer par rapport aux distances des autres EPCI. Et concernant les besoins... Ah oui, pardon. Il faut s'habituer à la gymnastique. Voilà. Et concernant la définition des besoins, on avait essayé de synthétiser sur cette diapo-là, finalement, le constat que nous faisait part le syndicat mixte du bassin du lait, qui sont actuellement répartis sur 3 sites. Alors, il y a 3 agents à Saint-Hermine, il y a 8 agents à Mareuil, avec un problème de connexion informatique entre les 2 sites, ce qui pose problème finalement pour échanger les informations. Un garage à la laiterie sans eau ni électricité, pas de vestiaire pour les techniciens, ni de douche contrairement aux normes d'hygiène et sécurité. Donc voilà, il y avait ce constat-là qui était partagé. Aujourd'hui, le syndicat mixte du bassin du lait faisait état que ce sont les mêmes qu'aujourd'hui, pas forcément d'agrandissement du syndicat, avec une organisation, avec une partie technique et une partie bureau. Voilà, on imagine bien le matériel que doit stocker ce type de syndicat dans la partie garage-atelier. Et puis une salle de réunion estimée à 15-20 personnes. L'estimation du coût qui avait été fait aujourd'hui, je crois que c'est un estimatif assez récent, réalisé par Vendée Expansion, je crois, à hauteur d'un petit peu moins d'1 million d'euros, 900 000 euros hors taxe. J'en profite pour enchaîner sur l'autre syndicat mixte qui se retrouve dans la même configuration pour des besoins un petit peu différents, je le précise juste après. Donc le siège qui est envisagé pour le SMVSA, c'est Saint-Martin-de-Fregnault. Il y a la même carto qui a été proposée pour des questions de distance au niveau des différentes EPCI. Là, les besoins sont un petit peu différents. C'est la communauté de communes. Actuellement, le SMVSA est hébergé dans les locaux de la Comcom Fontenay-Vendée et ils ont demandé au syndicat de libérer les locaux actuels d'ici janvier 2023. Donc actuellement, ces locaux hébergent 9 personnes. Ils ont eu l'opportunité de pouvoir trouver un site sur la commune de Saint-Martin-de-Fregnault. Et donc avec les caractéristiques du bâtiment que vous voyez, il y a beaucoup de frais de rénovation à prévoir. Après, je laisserai peut-être le président en parler s'il souhaite compléter. Et puis, la construction d'un hangar qui serait à prévoir de 500 m², puisque du coup, le terrain était estimé à 1 hectare. Le prix de cession, 240 000 euros avec prise de possession juillet 2022, ce qui pourrait correspondre à la demande qui a été faite. Et avec un coût du budget total estimé, tout compris, travaux et réaménagements inclus, on est autour de 750 000 euros hors taxe. Bon, je ne vais pas compléter ni polémiquer sur ça.
bon, VSA pourra compléter, mais j'ai fait un petit calcul hein, sur Bassin du Lay. Aujourd'hui, donc, la part représentée par le coût des locations, c'est 0,18 centimes d'euros par habitant. 0,18 centimes hein, sur les 20 euros. Et l'augmentation serait de 0,20 centimes. C'est-à-dire qu'on passerait peut-être à 0,38, 0. Voilà. Donc ce n'est pas non plus exceptionnel. Et ça, c'est sans aucune aide. Et on espère bien avoir des aides, hein, parce que Vendée-Sèvres-Autis sollicite des aides. Donc on espère bien avoir des aides qui viennent diminuer ce coût, évidemment. Mais c'est, en clair, ce n'est pas ce qui nous a fait faire des priorisations sur un siège par rapport à des digues. Non. Je pense que je peux, moi, me porter garant que l'ensemble des deux syndicats ont la priorité de la protection de la population. Et je le vois de... Ils ont été assez vexés, d'ailleurs, hein, l'autre fois, certains, et surtout les employés. Moi avec, mais surtout les employés. Si vous permettez, je peux terminer. Si vous voulez pas de questions, hein, si vous avez des questions... En effet, termine tes diapos, puis on verra. C'est fini, les diapos. D'accord. Il y a deux points qu'on laissera pour la prochaine fois. C'est le coût, parce que maintenant on commence à l'affiner, l'augmentation des taux que cela représente, mais je pense qu'on pourra le faire la prochaine fois. De toute façon, oui. Et puis ce que ça donne sur entreprise, et bon, je peux vous dire que ça fait peu d'euros sur les privés, et sur les entreprises, ça ne fait qu'une augmentation. Enfin, ils retrouvent le niveau de 2020. Puisqu'il y avait une baisse en 2021. Donc ce n'est pas si catastrophique que ça, bien au contraire. Et ce n'est pas 25% d'augmentation. Alors il y avait deux questions qui m'ont été posées et que je ne veux pas éluder. La première chose, c'est quel coût demain? Donc je suis incapable aujourd'hui de répondre après 2025-26. Incapable. Vous avez vu que les études sont faites pour ça. J'ai pris un exemple. Sur le 5e bassin du Lay, depuis 2014, où les premiers papiers ont été acceptés, hein, donc j'exclus déjà ce qui a été fait avant. Hein. Pendant ces 36 millions d'euros, si je divise par 12 ans, parce qu'on va amener en 2025, hein, c'est 3 millions d'euros par an. C'est à peu près un tiers à la charge du syndicat. Donc ça fait 1 million d'euros par an. Donc vous avez vu qu'on va quand même autofinancer, mais même si on arrive peut-être à 7, 8 ou 9 millions de dettes. Je ne sais pas si on pourrait y aller d'ailleurs. Alors, si on doit poursuivre, c'est plus de 18 millions d'euros. Est-ce que c'est possible? Donc, j'ai annoncé les chiffres tout à l'heure. L'ouvrage Larac, c'est peut-être 5 millions d'euros. Les digues maritimes et fluviales, c'est peut-être 30 millions d'euros. Donc, ça fait 35 millions d'euros. En 6 ans, c'est impossible. Donc, il faudra peut-être 12 ans. Alors, il y a un problème et un avantage. Un problème, c'est que si les analyses coûts-bénéfices sont mauvaises, pas d'aide. Et un avantage, c'est que les digues fluviales, on ne sera plus que pas deux. Et sur SMBL, on sera beaucoup plus important. Pour VSA, ça ne changera pas. Mais ça veut dire qu'on aura donc une participation de beaucoup plus de population, et donc qui peut diminuer notre coût. Dernier point, je n'éluderai pas les questions sur la vallée du Lay. La vallée du Lay me donne à chaque fois un peu des boutons. J'arrive pas à supporter les palmiers quand on va aux réunions de bureau. La vallée du Lay n'est pas le 5e bassin du Lay. La vallée du Lay fait partie de 38 associations de propriétaires existantes sur le Marais. C'est une des 38. Son rôle restant, puisqu'on a pris certaines de ces digues, mais pas toutes. Hein, comme tout Auchin-le-Vieux, on ne l'a pas prise. Il reste à déterminer, mais c'est par ses adhérents, et pas par la communauté commune, ni par le syndicat mixte. C'est bien ses adhérents qui doivent déterminer son rôle. Si elle a un rôle, si elle n'a pas de rôle, il faut la supprimer. Mais si elle a un rôle, et les 38 associations de propriétaires sur les marais ont un rôle essentiel. Pour la gestion locale des digues, des ouvrages et des canaux tertiaires, souvent, hein, non prioritaires, bien sûr. Donc elles ont un rôle essentiel. Parce qu'on n'a pas pris tous les ouvrages. Je crois qu'on en a cité 120, donc on en a peut-être une dizaine. Et elles ont un rôle important dans la gestion de la biodiversité, en complément des actions des contrats territoriaux. Alors maintenant, moi, je m'en fous
qu'on supprime la vallée du lait, c'est pas mon problème et je ne vais plus entendre parler. En parlant de la vallée du lait, c'est voir le petit bout c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. J'ai l'impression qu'on a oublié que ce territoire est né de la mer. C'est comme ça qu'il s'appelait. Et puis que l'autre territoire qui nous a rejoints, c'est les îles du Marais Poitevin. Donc il y a des îles. Donc qu'est-ce qu'il y avait autour? Oui. On a mis 20 ans, on va mettre 20 ans pour restaurer des protections dégradées. Puis j'ai encore le mot dégradé, je suis gentil. Je suis très gentil. D'accord? Avec 50 millions d'euros. Les 20 ans suivants, où je ne serai pas là, je peux vous le dire, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, j'entends tout. Alors il y en a certains qui prônent l'abandon total du territoire. Quand je suis à Orléans, ils disent « Qu'est-ce que t'emmerdes à mettre 50 millions d'euros sur ce territoire? Vous dégagez. » Quand je suis là, je n'ai pas envie. Et ça, je ne porterai jamais cette voie-là. Et puis ces hommes-là ou ces femmes-là, ils ont l'impression qu'elles ne coûtent rien. Ben si, ça coûtera énormément au territoire de perdre ces territoires, je peux vous dire. Alors moi, je propose 4 axes. Et là, vous me permettez de prendre la casquette de président de la commission Inondation Plan Loire, hein, si vous me permettez. Il faut faire de l'entretien, chose qui n'a pas été faite pendant un demi-siècle, ou 30 ans, peut-être, quand même, je ne sais pas dire. Il faut redonner la culture du risque, qui a été complètement oubliée. Il faut revoir l'urbanisme. Bien plus compliqué à revoir l'urbanisme en littoral que sur les bords de la Loire, je peux vous dire. Hein? Et donc à repenser selon les aléas. Il ne faut pas avoir peur, il faut faire des protections, des endroits pour se protéger. Il ne faut pas avoir peur, il faut bien prévenir. Hein? Il faut faire des protections de second rang. Alors là, on continuera pendant 20 ans, parce qu'il faut penser que les premières digues peuvent casser. Donc il faut commencer les protections de second rang. Un exemple formidable à Trièze. Le second rang a tenu, hein, et donc a protégé très bien. Et c'est commencer, surveiller ça, ces protections de second rang. Et puis il faut faire ce que vous a dit M. Quebec. Il faut faire de la relocalisation. Et on n'y échappera pas. Pour certains, où l'aléa est trop fort. Et ça coûtera. Alors combien ça coûte, ça, ne me le demandez pas. Alors, j'ai entendu dernièrement, à ma dernière réunion à Orléans, qu'il y en a qui pensent que le changement climatique qui va plus vite que nos décisions et que nos protections. Vous n'êtes pas tort. Mais quand on voit toutes les contraintes administratives qu'il y a à faire et les coûts qu'il y a, je pense qu'on va avoir du mal. Alors la solution, moi j'en ai pas, sauf qu'aujourd'hui je porte au niveau donc Loire-Bretagne et au niveau national le fait que certains endroits deviennent d'intérêt national. Donc pour des territoires à grands enjeux comme les fleuves, quand vous avez Orléans ou quand vous avez Tours avec des usines Céveso, etc. Donc on touche un autre domaine. Quand vous avez Paris, et je pense que le littoral est un enjeu majeur. Donc il faudra falloir que l'État mette la main à la poche et que la solidarité nationale vienne nous aider, sinon on n'y arrivera pas. Merci. Ok, merci Jam. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va mettre un terme à ce volet GEMAPI, important. J'espère que ça vous a éclairé, que voilà. Jam, bien sûr, ou Samuel sont à notre disposition pour plus, et puis Arnaud, plus de compléments sur les syndicats, sur leur mission, sur leur travail, sur leurs devoirs. Voilà, donc merci beaucoup. Je te remercie Arnaud et Fabrice Hénon et donc Yannick Rabillet, Pascal Mège et tous leurs services pour l'ensemble des données que j'ai synthétisées et que je souhaite que on peut rentrer dans le détail après avec eux. Ok, merci beaucoup. Écoutez, si vous voulez bien, nous allons donc ouvrir ce conseil communautaire. Alors, les pouvoirs, Les pouvoirs, nous avons Madame Fardin qui donne pouvoir à Monsieur Mettet, Monsieur Pelletier qui donne pouvoir à Madame Groslo, Monsieur Lesage donne pouvoir à Monsieur Bonin, Madame Le Goff donne pouvoir à Madame Thibault, Monsieur Edvin à Monsieur Charpentier, Madame Feuillet donne pouvoir à Nicolas Vanier, Madame Beau à Patrice Gendronneau, Monsieur Gauvreau à Madame Baudry, Monsieur Careil à Madame Touzeau, Catherine Poupée à moi-même,
Et puis Monsieur Pelot à Monsieur Sautreau. Voilà pour les pouvoirs pour ce soir. Désignation d'un secrétaire de séance. Je voulais vous proposer Gaël Fleury, Yann Pelletier ou Nathalie Artaillou. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite... Oui, Nathalie Artaillou, merci. Alors, on y va. Premier point. Y a-t-il des observations sur la séance du procès-verbal du Conseil communautaire du 20 janvier 2022 ? Non, pas d'observation. Je vous remercie. Ensuite, vous aviez donc la présentation des délégations consenties par le Conseil communautaire, délibérations prises par le bureau et décisions prises par moi-même. Y a-t-il des observations ? Non ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et du coup, on va commencer tout de suite et je passe la parole à Nicolas pour le premier point. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, la première délibération concerne une demande de fonds de concours en direction de la commune de La Réorte. Je cherche Magali, je l'ai vu passer, voilà, elle est tout au bout. Bonsoir Magali. Donc vous le savez, on a prévu une extension sur la zone d'activité de Champ-Marotte. C'est un dossier dont on vous parle déjà depuis un certain nombre d'années. Dans le cadre des négociations avec le propriétaire foncier, avec la communauté de communes et la commune de La Réorte, il a été convenu donc que celle-ci nous verserait un fonds de concours à hauteur de 16 800 €. Vous avez sur table le plan de financement. On vous précise donc que l'acquisition du foncier représente 90 700 €. On a des diagnostics pour des études archéologiques à hauteur de 10 772 €, des travaux de 161 000 € et donc de la maîtrise d'œuvre pour 12 000 €. Pour équilibrer en recettes, on a donc le contrat territoire-région, un peu plus de 100 000 €, le fonds de concours, on vient d'en parler, de la commune de La Réorte et qui fait l'objet de la délibération, et donc un autofinancement de la part de la CCFVL. Donc ce qui vous est demandé tout simplement ce soir, c'est de solliciter, bien sûr en accord avec la commune, un fonds de concours de 16 800 €. Vous aviez également en annexe le projet de convention, et puis donc d'autoriser Madame la Présidente à signer cette convention. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des observations ou des précisions éventuellement pour la commune de La Réorte ? Pas de questions, je le mets à vos voix. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent ? Parfait, je vous remercie. Merci Nicolas. Et donc nous poursuivons sur l'économie, toujours sur La Réorte avec Bruno Fabre. Donc c'est la suite de ce que Nicolas vient de dire. C'est l'achat de ce terrain au... Ils ont un terrain qui fait 31 760 mètres carrés et en fait on va acheter 18 400 mètres carrés pour le besoin de deux entreprises qui sont déjà implantées sur Champ-Marotte et deux autres qui vont venir. Donc la zone sera relativement vite complétée. Donc l'achat est à 4,71 € du mètre carré. Y a-t-il des questions ? Sur la question, c'est de réaliser cette acquisition de 18 400 mètres carrés au prix de 4,71 € du mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions ? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre ? Abstention ? Non. Merci. Le point suivant, je peux continuer ? Point suivant, donc c'est une vente, cette fois-ci à Mauque-Panier, donc à Saint-Gemme-la-Plaine. L'entreprise de Monsieur qui aujourd'hui est installée dans le 17 et qui rejoindrait la CCSVL en s'installant à Mauque-Panier, comme je le disais. Ce monsieur fait des travaux de terrassement dans le BTP. Son activité est en croissance. Il voudrait donc acheter 3000 mètres carrés et le prix serait de 17 € du mètre carré. C'est une parcelle qui est Z0133 et vous allez voir que dans la prochaine vente, en fait, c'est la même parcelle que l'on vend à une autre entreprise, une parcelle qui fait 6000 mètres carrés et chacun va prendre 3000 mètres carrés. Voilà. Donc pour cette première, c'est de céder cette emprise foncière de 3000 mètres carrés, de la détacher donc
de cette zone numéro 133 à Moc-Panier. Le prix est de 17 €. Les frais de notarié seront à la charge de l'acquéreur. Il y a une petite particularité, c'est que la vente comportera une obligation de faire qui reposera sur l'acquéreur pendant 24 mois. Donc s'il ne le fait pas, on reprendra le terrain. Donc, ce qui vous est demandé, c'est votre accord pour céder, comme je le disais, cette emprise de 3000 m² à 17 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. La suivante, c'est une vente aussi. Donc cette fois-ci, c'est à New Lock, enfin la SCI qui gère New Lock. Donc sur la même zone, numéro 133 à Moc-Panier, c'est les 3000 autres mètres carrés dont je vous parlais. Bien évidemment, c'est au même prix. En fait, New Lock est en forte croissance. Ils ont des agences un peu partout dans 7 départements. Et en l'occurrence, celui qui est situé là est en forte croissance. Donc, ils veulent s'agrandir et acquérir ces 3000 m² qu'on leur vend bien évidemment au même prix de 17 € hors taxe du mètre carré. Voilà, rien d'autre de particulier. Ce qui vous est proposé, donc, c'est de céder cette emprise de 3000 m² pour 17 € du mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié, et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. Procéder aux ventes. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Alors, nous passons au point suivant, où là, je vais vous proposer à votre approbation l'acquisition d'un ensemble immobilier sur la commune de Luçon. Vous avez tous identifié notre siège actuel, puisque vous y venez régulièrement. Nous sommes donc installés sur un espace relativement contraint. Et nous ne pouvons pas accueillir tous les services au sein du siège principal. Et donc, nous avons des services qui sont un petit peu disséminés sur l'ensemble de notre territoire. Cela crée des difficultés de fonctionnement, tant pour nous, les élus, mais pour les usagers qui ont du mal à nous identifier, et principalement, évidemment, pour nos agents, puisque ça nécessite des déplacements fréquents. Il n'y a pas de lien, entre les différentes structures, donc un petit peu éparpillées. Au-delà de ça, nous avons plus de 50 personnes qui travaillent au siège de la communauté de communes sur Luçon et qui utilisent, en accord évidemment avec le garage Citroën, un parking qui appartient à Citroën. Vous avez l'enseigne qui est devant, et donc derrière il y a un espace assez conséquent sur lequel nous avons une autorisation de mettre nos véhicules. L'entreprise est venue à notre rencontre au mois de janvier, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé précédemment, en nous annonçant leur volonté de quitter le site, courant 2022 ou 2023. Ils veulent eux aussi regrouper leur activité sur un même site. Donc voilà, ils vont libérer cet espace, et évidemment leur premier réflexe a été de venir à notre rencontre pour voir si la communauté de communes serait intéressée par l'acquisition de leur établissement. Ils voient bien nos contraintes. Première contrainte, et je me permets de le dire, qui est quand même aussi importante, c'est le stationnement, mais pas que. Du coup, on a engagé une réflexion entre nous pour arbitrer, pour savoir si nous devions ce soir vous le proposer. La communauté de communes développe de plus en plus de services et est amenée à en développer de nouveaux. On parle des guichets uniques, on parle de la redevance incitative, on parle de l'assainissement collectif. Toutes ces nouvelles compétences que nous allons exercer vont générer aussi des recrutements de personnel, mais pas que.
nécessiter aussi un accueil au public. On parle de guichet unique, c'est-à-dire que l'usager va venir à notre rencontre pour avoir des renseignements sur ce que la communauté de communes peut apporter ou sur ce que nos partenaires peuvent apporter. Nous sommes là, nous serons la porte d'entrée pour les renseigner sur pas mal de sujets. D'autre part, vous êtes nombreux à évoquer le fait que les réunions du conseil communautaire qui sont aujourd'hui situées sur Saint-Michel-en-Lerme génèrent des déplacements conséquents. On le sait très bien, on parlait tout à l'heure d'un siège, mais au-delà de ça, pour certains, c'est 1 heure pour venir ici, pour d'autres, c'est 1 minute 30, Eric, je le sais. Mais voilà, ça génère quand même des déplacements relativement conséquents. On a essayé de se déplacer un petit peu au travers le territoire, mais évidemment, à chaque fois, on a plusieurs communes qui se trouvent à un éloignement conséquent. Et puis en même temps, on a une ville-centre qui est Luçon, et quand le mot centre, il trouve tout son sens, puisqu'elle est vraiment équidistant de nos communes sur notre territoire. Tout ça pour dire qu'il serait pertinent, à ce moment-là, de créer une salle de conseil communautaire qui puisse nous accueillir lors de nos instances chaque mois. Juste aussi vous dire que si nous décidons ce soir de ne pas nous porter acquéreurs de ce bien situé juste à côté, forcément un tiers va l'acquérir. On sait très bien que ça nous mettra en très très grosse difficulté pour les raisons que j'ai évoquées, le stationnement de 1, mais aussi tous les services que nous allons développer. On ne pourra pas évidemment les situer là. Au-delà de ça, on va essayer aussi du coup, ça nous permettrait de rationaliser nos équipes, de les rapprocher. Vous savez aujourd'hui que le service ADS est installé dans des locaux que nous louons. C'est pas anodin. Voilà, ça permettrait aussi de libérer cet espace-là, de ne plus le louer et de pouvoir ramener ce service sur le siège, qu'il soit. Et là, on a le service ADS sur un site. On a le service urbain sur un autre. Ils ont beaucoup de connexions ensemble, donc ils ont nécessité de se voir très régulièrement. On n'a pas de bureau. C'est un exemple aussi tout simple, c'est-à-dire que au moins les vice-présidents, on a tout de même des rendez-vous très très fréquents au sein du siège de la communauté de communes. On n'a absolument aucun espace pour recevoir les gens qui nous sollicitent des rendez-vous. Alors on est obligé de prendre soit le bureau d'un agent, soit, je vous le dis clairement, très régulièrement, on se retrouve en salle de restauration, parce que c'est le seul endroit où on peut recevoir, c'est pas très confortable. Et puis, quand vous rentrez dans la communauté de communes aujourd'hui, on a une borne d'accueil, et là je vous dis c'est vraiment une borne d'accueil. L'usager qui vient à notre rencontre n'a pas une image très valorisante de notre territoire ou de notre communauté de communes, parce que voilà, on n'est pas outillé pour accueillir très très correctement les gens qui viennent à notre rencontre. Tout ça pour vous dire que moi je pense que mes collègues le partagent puisqu'on a échangé en réunion de bureau, que c'est une véritable opportunité de pouvoir acquérir le garage Citroën qui est à côté. On sait très bien que ça va générer aussi des coûts de travaux, mais qu'on va pouvoir rationaliser aussi d'un autre côté. On va pouvoir vendre des structures sur lesquelles on n'aura plus besoin d'intervenir. Donc on va pouvoir se libérer de certains bâtiments, éviter d'en louer d'autres, comme l'ASA, le lit du lait, et puis voilà, se retrouver, regrouper l'ensemble des services sur un même site. Je suis à votre disposition et mes collègues, soit mes collègues pour compléter, soit mes... Alors oui, le plan de financement, je peux en parler dès maintenant. Ah oui. Alors, donc l'acquisition, elle nous est proposée à 700 000 €. Ensuite, vous avez donc les frais notariés à 15 000 €. On y adosserait le fonds de relance du département pour un montant de 571 878 €. Et donc, on aurait un autofinancement sur l'acquisition de la communauté de communes de 143 122 €. Voilà ce que l'on vous propose ce soir, mais bien sûr, je suis à votre disposition ainsi que mes collègues pour répondre ou compléter si certains le souhaitent. Oui, vas-y. Alors,
Alors, sur les loyers, on n'en a qu'un aujourd'hui, puisqu'on loue sur la vallée du Lait, donc le montant est 20 000 euros par an. Après, sur les cessions, on commence, alors on aurait ici, c'est déjà essentiel. On est aussi sur d'autres sites sur lesquels on se projette, sur Saint-Hermine, on a aussi des sites dont on n'aurait pas forcément besoin. On travaille sur Mareuil aussi avec le syndicat qui aujourd'hui est locataire, mais si toutefois quitte le local, va le quitter de toute façon parce que c'est trop exigu, on va aussi vendre le local de Mareuil. J'ai signé hier la vente du local de l'ancien Sméum. On l'avait débattu en mois de juillet, mais vous savez bien, c'est toujours un petit peu long, donc c'est signé depuis hier. Donc voilà, on a aussi un autre petit local technique sur Saint-Hermine. Alors, on a commencé à faire le bilan de ce qu'on pourrait vendre. À terme, et ça je peux vous l'affirmer, la communauté de communes réalisera une économie. Voilà, en regroupant les services, c'est indéniable, parce que au-delà de l'économie générée, c'est surtout que les services que nous allons développer, les nouveaux services que nous allons développer, vont nous amener à rechercher des locaux accueillants. Donc, l'un dans l'autre, on ne va pas pouvoir se suffire avec ce que l'on a. On ne va pas pouvoir acheter par-ci par-là, donc ça veut dire qu'on va de nouveau aller vers de la location. On va recréer des frais de fonctionnement et des frais de structure plus importants que l'investissement que nous faisons ici. Non, pas encore, honnêtement. Alors, tu as raison, parce que c'est prématuré. En fait, c'est prématuré. C'est arrivé au mois de janvier. C'est un peu pour ça qu'on ne vous en a pas parlé lors du vote. C'est arrivé au mois de janvier. Il faut se décider rapidement parce qu'eux vont le mettre en vente. Et au-delà de ça, on veut adosser la subvention du plan de relance. Donc, ça veut dire qu'il faut aller très, très vite. Donc, en effet, on a commencé les estimatifs. L'idée, c'est de faire travailler un cabinet pour voir exactement tous les services qu'on peut regrouper sur ce site. On parle aussi de la redevance incitative, on en parle, je vous l'ai dit. Ça veut dire en agents, on est sur 5-6 agents, il faudra aussi les installer. On réfléchit aussi sur les services techniques, comment est-ce qu'on peut aussi essayer de voir pour les rapprocher, est-ce que c'est faisable, pas faisable. On est obligé aujourd'hui de prendre un cabinet qui va nous faire des prospectives. Là, c'est plus l'opportunité qui me fait, avec mes collègues du bureau, vous le proposer. Si on n'y va pas, alors je me permets de vous dire, si on n'y va pas, ce que je pourrais comprendre, je ne sais pas du tout où nos agents se stationneront demain. Alors je ne sais pas du tout où ils iront, parce qu'évidemment, le nouvel acquéreur, il va fermer, ce qui est tout à fait logique. Alors là, j'ai absolument aucune idée comment on pourra imaginer le stationnement. Il faudra qu'on trouve une solution, voilà. Et puis pour les nouveaux services qu'on va ouvrir, je n'ai pas de solution aujourd'hui pour les mettre. Mais en effet, on n'a pas commencé ce travail, ce qui est fort dommage, en effet, mais parce que c'est beaucoup trop prématuré. De janvier, on est en février. Moi, quand je suis venue devant le bureau communautaire, c'était il y a un mois, quoi. Enfin voilà, donc on est vraiment... alors c'est quelque chose qu'il faudra phaser. On va peut-être pas faire tous les travaux en une fois. Il faut qu'on ait un vrai projet et puis voir comment est-ce qu'on peut progresser pour le faire. Tu voulais dire quelque chose ? C'était simplement, moi ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement la seule et vraie difficulté aujourd'hui, alors vous allez me dire 715 000 euros, c'est toujours encore un coût. On a la chance d'avoir le fonds de relance du département, bien sûr. Le problème, c'est le stationnement. C'est que demain, si effectivement un opérateur arrive et puis ferme le parking, vous avez plus de 120 voitures tous les jours qui vont être, je ne sais pas où, parce que franchement, moi, on n'a pas le foncier autour du site, et c'est un réel problème. Alors voilà, je ne vais pas dire qu'on l'achète exclusivement pour un parking, parce que derrière, il y a tout un projet d'aménagement, mais je pense que ça commence par ça. Alors effectivement, après, l'intérêt, c'est de phaser, de réfléchir effectivement à ce qui peut être fait, puis d'y aller progressivement. Mais bon, voilà, après l'opportunité elle est là. Sinon, si franchement ça ne se fait pas, c'est le siège qu'il va falloir déplacer. Ça veut dire que ça veut dire que dans 6 mois, nos collaborateurs ne peuvent
plus accéder à leur lieu de travail. Voilà. Vous avez mis une réflexion en parallèle sur, justement, il y a des outils, sur une délocalisation, c'est-à-dire le bâtiment actuel, le revendre, et puis on ne sera pas sur les mêmes budgets d'une part. Il faut retrouver un... Non, alors honnêtement, non, tu as raison, parce que je vais faire la même réponse. On est vraiment dans une situation là où on y avait réfléchi. Sauf qu'un siège, c'est 3 millions d'euros. Hein. Il faut trouver le foncier, et puis un espace suffisamment conséquent avec une salle de réunion, enfin un espace important. Alors, quand je dis 3 millions d'euros, c'est parce que je me réfère à un de mes collègues avec lequel j'échange souvent et sur lequel ils sont en train de travailler sur un siège, tout simplement. Et puis, il va falloir trouver le foncier disponible. On ne peut pas s'éloigner de la ville-centre. Il faut appeler un chat un chat. Enfin, c'est plus facile quand même pour la population, pas que pour nous. Ce n'est pas nous, hein, c'est nos agents, mais c'est aussi la population qui vient, qu'il faut... C'est important que ce soit identifié sur la ville-centre. Donc, trouver le foncier, engager des plans, engager un architecte, faire les travaux dans le temps, ça veut dire 3 ans, 2 ans ou 3 ans, et puis c'est à minima 3 millions d'euros. Ça, donc voilà, donc en effet, on ne sait pas... Oui, on va y arriver aux 3 millions d'euros. Non, on ne va pas y arriver. Non, la rénovation Non, on ne va pas arriver aux 3 millions d'euros. Enfin, non. En plus, il faut le phaser. Enfin, je veux dire, moi j'entends bien vos réactions, hein, ça arrive... je considère que c'est une opportunité. Parce qu'autrement, c'est l'ensemble de la communauté de communes qu'on met en grande difficulté. Oui, ça va marcher. Non, mais sur... oui, c'est bon. Voilà, oui, c'est juste pour rebondir. C'est vrai qu'on peut toujours se poser des questions quand il y a un investissement à faire. Je trouve d'ailleurs que c'est légitime et c'est presque un devoir quand on est élu de se poser la question. Maintenant, les réponses qui nous sont données aujourd'hui, elles sont claires. C'est-à-dire qu'on a un fléchage de subventions qui peut être arbitré, ce qui ne sera pas forcément le cas dans quelques temps. Ce qui fait que le reste à payer aujourd'hui, à financer, il est aux alentours de 150 000 euros. On est une communauté de communes. Si on se pose une question pour 150 000 euros, alors il y a la question qui suit, c'est effectivement de se dire, bah oui, mais... et moi j'entends Antoine, on peut se dire, bah oui, mais attendez, vous êtes gentil, mais si on refait tout, il y en a peut-être pour 1 million, 1,5 million derrière. C'est possible, mais c'est quoi l'idée en fait? Avec ce 1,5 million, peut-être qu'il faudra sortir pour faire de la rénovation. D'abord, on ne le sortira pas en une fois, on peut le phaser effectivement, et puis l'étaler sur le temps, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas grave, on se laisse le choix. On fixe un foncier qui est juste à côté du siège. On évite de se faire un mal de tête fou sur le prix du foncier aujourd'hui à trouver dans une commune centre qui n'a pas du foncier. Et puis, je n'oublie pas non plus qu'il ne faut pas qu'on mette en difficulté Luçon. On a la loi sur l'artificialisation qui arrive. Imperméabiliser, parce que c'est ce qui se passera. Je trouve que on peut se laisser le choix d'éviter de s'embêter à un jour être obligé de composer avec une artificialisation supplémentaire. Pour 152 000 euros fixer un foncier, je pense que même un ménage le ferait. Voilà, donc c'est juste, moi c'est ma réflexion en réponse aux questions qu'on peut se poser. Elles sont, je le répète, légitimes. Moi je n'irais pas dire oui, non, voilà, c'est évident, il faut le faire, etc. C'est pas ce que je vous dis. Mais à sang-froid, les arguments sont plutôt bons et moi je te le dis, je te suis complètement, Brigitte. Si j'interviens comme ça, c'est tout simplement c'est que on a un antécédent dans nos pays variés. On a investi dans des locaux à l'époque, mais qui n'étaient pas adéquats, au résultat que voilà, on a tout abandonné. Oui, non, mais tu as raison, j'entends bien, je prends, j'ai pas de souci. Alors là, du coup, c'est pour ça que il faudra le phaser, parce qu'il va falloir aussi qu'on aille au gré de nos besoins. On sait qu'on a déjà besoin d'une salle de conseil. On sait qu'on a besoin d'accueillir les guichets uniques. On sait qu'on a besoin d'un accueil un peu différent. On a des partenaires qui viennent faire des permanences régulièrement chez nous. Si vous venez dans ces moments-là, on ne peut pas les accueillir. Donc, en effet, on est extrêmement contraint. Donc, on a des besoins qui sont déjà identifiés. On en a projeté d'autres en se disant, attention, ce serait pertinent de pouvoir faire aussi ça. On va travailler avec un cabinet professionnel qui va prendre en compte nos besoins,
et voir comment on peut progresser. Ce sont des travaux qu'il va falloir phaser. En effet, on va avoir on aura plus d'1 million de travaux, c'est certain. Moi, je reste persuadée que c'est une opportunité et qu'on va pouvoir s'ouvrir le champ des possibles pour tout remettre sur Luçon, sur un même site. Mais tu as raison, sur le Pays Maroilais, on a vécu cette expérience d'avoir acheté une maison d'habitation qui n'était pas du tout, qui ne collait pas avant l'arrêt, qui ne collait pas du tout. Par contre, je suis super content d'entendre qu'on a l'intention de reporter les réunions sur Luçon. Moi, ça me convient tout à fait. L'idée, c'est d'avoir un centre, d'avoir un siège. Vas-y Philippe, oui. Non, je pense que c'est une vraie opportunité. C'est-à-dire que c'est difficile d'anticiper parce qu'il y a 3 mois, on ne savait pas forcément que le garage allait être vendu. Donc c'est difficile de faire des études sur un bien qu'on n'est pas en capacité, enfin, on n'a pas l'occasion de l'acheter. Je pense qu'il y a aussi une vraie chose là, c'est la question de la rationalité. On l'a dit, on a des besoins là pour les salles de réunion, pour le guichet unique. On loue actuellement un bâtiment. Je pense qu'on peut se poser aussi des questions pour changer de siège. Mais à un moment, c'est comme dans la vie, il faut quand même un minimum de stabilité. Aujourd'hui, on a un siège déjà existant à Luçon. Là, on a un garage qui est juste à côté. On a justement la surface nécessaire pour répondre aux besoins de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral sur un temps long. Parce qu'on peut aussi se poser des questions sur les dépenses, mais on peut aussi projeter ça sur un temps long. Franchement, sur un temps long, pour une communauté de communes de 55 000 habitants, je pense que c'est quand même assez raisonnable d'acheter ce garage. Parce que derrière, ça répond à nos besoins aussi. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, et je pense que les économies d'échelle vont permettre de rembourser l'emprunt. Parce que si vous faites 2 millions de travaux sur un emprunt de 20 ans, ça va vous rembourser environ 100 000 euros par an. Et le regroupement d'un certain nombre de services, les économies que vous allez faire dans les transports et la rationalisation va largement compenser et financer ce remboursement d'emprunt. Donc il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Compte tenu du prix d'achat, et vous pouvez même faire plus de 2 millions de travaux, ça s'amortit sur 30 ans, et donc on ne sera plus là, mais vous pouvez... Est-ce qu'il y a d'autres observations? Merci. Oui, Arnaud. Est-ce qu'on a estimé à peu près, vous avez estimé combien on pourrait vendre de bâtiments et combien ça pourrait nous rapporter? Alors, c'était la... D'accord. Ça pourrait même pas... on va peut-être amener à ne pas faire un emprunt. Peut-être, on n'a pas estimé, parce que... Alors, ici, ça fait partie des discussions. J'ai essayé de les lister un petit peu, les évidences sur lesquelles dont on va se séparer, c'est-à-dire ici, ça va être Mareuil, plus de location, donc 20 000 euros sur... et puis après, il y a sur Saint-Hermine, on vous l'avait présenté déjà, mais du coup, il y a quelques mois, différents bâtiments qu'on allait pouvoir vendre. Sur Saint-Hermine, il y en a 2 sur lesquels on a des services techniques, qu'on rapprocherait aussi avec du matériel, les tondeuses, etc. Donc on pourrait aussi rapprocher. Le montant exact, je ne l'ai pas encore, honnêtement. Ça va trop vite. Là, en 1 mois, je me suis dit, je saisis cette opportunité, je la propose à nos collègues. Et puis, alors, c'est pas comme ça qu'on travaille d'habitude. D'habitude, il faudrait une prospective financière avec une projection des travaux. Sur une telle opportunité comme ça, si demain... ou si dans 2 mois, le garage Citroën vient nous dire écoutez, on a trouvé un autre acquéreur, ça veut dire qu'à partir du mois de septembre, vous n'aurez plus accès ni au stationnement, ni etc. Là, on va beaucoup regretter de ne pas avoir saisi cette opportunité. Et j'entends vos questions. J'aurais aimé vous amener plus de détails financiers. Les seules choses que je peux vous amener avec certitude, c'est sur l'utilisation du bâtiment, la rationalisation des missions, du travail qui va se faire, rationalisation du foncier. Voilà, c'est les seuls éléments vraiment parlants que je peux évoquer ce soir. On sait très bien qu'on aura des travaux, mais on ne fait rien sans rien. Mais par contre, voilà, on est vraiment efficient, on rationalise, on sécurise notre site, on sécurise notre installation et notre implantation en cœur de Luçon. Voilà. Moi, évidemment, je pense que les clignotants sont au vert pour asseoir notre comité de communes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je peux mettre aux voix? Pas de questions? Donc écoutez, je vais mettre aux voix donc, pour les proposer d'acquérir l'ensemble immobilier tel que je vous l'ai détaillé, pour un prix de 700 000 € hors taxe, étant précisé que les frais notariés seront à la charge de la communauté de communes, de m'autoriser à signer l'acte notarié et tout document relatif à cette acquisition, de m'autoriser à solliciter un financement dans le cadre du fonds de relance 2021 du département, et puis à signer l'acte ou à me faire représenter si je suis absente. Je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Écoutez, je vous remercie très très chaleureusement pour ce vote à l'unanimité. Et je passe la parole à Dominique pour poursuivre. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Donc le 6e point, c'est l'approbation du plan local d'urbanisme pour la commune des Magny-Régnier. Donc en 2018, le Conseil communautaire a prescrit bien sûr la révision de ce plan local d'urbanisme pour la commune des Magny-Régnier. Ensuite, le Conseil communautaire avait arrêté le PLU le 17 décembre 2020. Conformément au Code de l'urbanisme, l'avis des personnels publics associés a été sollicité en 2021, avec la réponse détaillée des différents avis, et puis soumis ensuite à l'enquête publique. Cette enquête publique a été organisée donc du 6 septembre au 9 octobre 2021. Les habitants ont fait part de leurs observations, et à la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable, avec bien sûr des réserves, et sur lesquelles il fallait tenir compte, et pour lesquelles la communauté de communes devait bien sûr donner réponse. Donc en fait, cette réserve, il a été procédé bien sûr à certaines modifications, telles qu'annexées au dossier. Alors vous avez l'annexe numéro 7, je crois, non pardon, 6, qui est annexée. Bon, elle fait que 1689 pages, je crois. 1696, pardon, c'est ça, 1696. Et vous avez donc effectivement tous les avis avec les commissaires enquêteurs et les requêtes, donc sur à peu près dans les 1600 pages, au bout des 1600 pages. Donc ce qui vous est proposé, en fait, c'est de modifier le dossier de révision précédemment arrêté du PLU des Magny-Régnier pour tenir compte des remarques qui avaient été faites par les personnes publiques associées et les observations issues de l'enquête publique, telles que présentées donc dans cette annexe, d'approuver le PLU révisé, de dire que le PLU révisé est tenu à la disposition du public en mairie des Magny-Régnier aux heures et jours habituels d'ouverture, qu'il sera publié bien sûr sur le géoportail de l'urbanisme, d'indiquer aussi que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet, qu'elle fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes suivant des littorales et en mairie des Magny-Régnier durant 1 mois, et mention sera faite dans le journal diffusé du département. De dire également que la présente délibération sera exécutoire 1 mois après sa transmission au préfet, en l'absence de demande de modification de sa part et de la réalisation des autres au format du public susvisé. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des remarques particulières, non, concernant les modifications qui ont été, les réponses qui ont été apportées par la communauté de communes suite aux requêtes et des habitants et des commissaires enquêteurs. Non. Écoutez, je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante, c'est donc la modification du périmètre du droit de préemption urbain sur la commune des Magny-Régnier et délégation de son exercice à la commune et à la présidente. La communauté de communes, bien sûr, est titulaire de plein droit du droit de préemption urbain depuis le 1er janvier 2017, suite à la prise de compétence. La communauté de communes a fait le choix de conserver les périmètres définis précédemment par les communes et de déléguer de ces droits de préemption aux communes à l'exclusion des zones qui sont toutes les zones économiques, UE, 1 AUE, 2 AUE, en raison de la compétence bien sûr économique de la communauté de communes. Suite à l'approbation de la révision du PLU des Magny-Régnier, le périmètre des zones urbaines à urbaniser a évolué. Donc on nous demande de modifier le périmètre du droit urbain, de préemption urbain, suite à la révision du PLU des Magny-Régnier sur les zones urbaines à urbaniser telles que figurant sur le plan joint, de déléguer l'exercice de ce droit de préemption urbain à la commune des Magny-Régnier sur toutes les zones urbaines et à urbaniser de son territoire, à l'exclusion bien sûr de toutes les zones économiques, et de déléguer à Madame la Présidente l'exercice du droit de préemption pour l'instruction des actes ne relevant pas de la délégation à la commune des Magny-Régnier,
de dire que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté de communes, de la commune d'Emmagne-Régnier. D'une mention sera faite dans 2 journaux diffusés dans le département et sera adressée à l'ensemble des organismes et services mentionnés à l'article R 211.3 du Code de l'urbanisme. Avez-vous des remarques? Non. On le soumet à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération suivante, donc, c'est le retrait du droit de préemption urbain de la commune de Luçon. En fait, une convention tripartite est signée entre la commune de Luçon, l'EPF, donc l'établissement public foncier de la Vendée, et la communauté de communes dans le cadre d'une action foncière en vue de réaliser un projet mixte de logement sur l'îlot qu'on appelle lac Jean Barrois. Alors, lac Jean Barrois sur Luçon, donc c'est l'ancienne piscine municipale, en fait, enfin, qui était devenue intercommunale. Cette convention définit un périmètre d'études et de maîtrise foncière sur le secteur donc d'une parcelle cadastrée qui représente une superficie d'environ, de plusieurs parcelles cadastrées, d'une superficie de 14 470 mètres carrés qui sont classées en zone UA au plan local d'urbanisme, donc en plein cœur de ville. Dans le cadre de cette opération, la commune de Luçon souhaiterait que soit délégué à l'établissement public foncier l'exercice du droit de préemption urbain sur le secteur présenté ci-dessus. Donc cette délégation partielle du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée ne peut être envisagée sans qu'au préalable la communauté de communes ait précédé au retrait de l'exercice du droit urbain donc de la commune de Luçon sur ce même secteur. Donc ce qui vous est demandé, c'est effectivement d'approuver le retrait de l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Luçon sur le secteur concerné par la convention tripartite, donc entre la commune, l'EPF et la communauté de communes, sur les parcelles cadastrées, donc AP 86, 752, 753 et 754, pour la durée de la convention précitée. Avez-vous des remarques, des questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité, je vous en remercie. Et donc la dernière délibération me concernant, c'est la 9e. C'est la délégation donc, du droit de préemption urbain à l'EPF de la Vendée. Donc en fait, c'est la continuité de la délibération précédente. C'est-à-dire qu'on vous propose donc de déléguer l'exercice du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée sur le secteur que l'on a défini précédemment, donc dans le cadre tripartite entre la commune de Luçon, l'EPF et puis la communauté de communes. Avez-vous des remarques? Et je le soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Dominique. Et nous poursuivons avec René sur les déplacements. Ouais, il voulait me couper le sifflet, Arnaud. Non. On va faire un peu de vélo à l'Aiguillon, la Presqu'île. Donc, vous savez, Madame la Présidente et chers collègues membres de la Commission. Oh là là. Au titre de la compétence création, aménagement et entretien de la voirie, la communauté de communes aménage et entretient les itinéraires cyclables, soit la création, la restauration, la mise en sécurité et le confort des itinéraires, des équipements et du mobilier. La communauté de communes programme des travaux de rénovation du revêtement de la piste cyclable des itinéraires de la Vendée Vélo et de la Vélodyssée sur une longueur de 750 mètres et de 1,50 m de large sur l'avenue Amiral Courbet, sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer à l'Aiguillon-la Presqu'île, pour un montant de travaux estimé à 17 500 €. Ce projet fait l'objet d'un financement de la région, du département, à hauteur de 80%. Vous avez les coûts estimatifs. Les coûts estimatifs, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 17 500 €. Le financement de la région de 25%, 4 375 €. Financement du département, 55%, 9 625 €. Et l'autofinancement de la communauté de communes, 20%, 3 500 €. Il est proposé aux membres du conseil communautaire d'approuver les travaux de rénovation du revêtement du site propre des itinéraires de la Vendée Vélo et de la Vélodyssée sur l'avenue Amiral Courbet, sur la commune déléguée de l'Aiguillon-sur-Mer à l'Aiguillon-la Presqu'île, et le plan de financement tel qu'il est présenté ci-dessus.
d'autoriser Madame la Présidente à solliciter l'aide de la région des Pays de Loire et du département de la Vendée tel que présenté dans le plan de financement. Ci-dessus, d'autoriser Madame la Présidente à signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui veut faire du vélo à l'Aiguillon? Tout le monde. C'est voté. À l'unanimité, merci. Beaucoup, merci, merci. Nous passons donc à la délibération suivante et nous partons sur l'enfance jeunesse. Et là, c'est Marie Barrault qui nous en parle. Bonsoir à vous. Moi, je vous présente une délibération nous permettant de faire évoluer les tarifs pratiqués dans nos maisons de l'enfance. Nous en avons deux, une sur Luçon et une sur Saint-Hermine. Nous y sommes obligés parce que les tarifs de la CAF ayant évolué, il faut qu'on se mette en phase avec eux. Vous avez tout un tarif qui vous est expliqué, qui mentionne ces différences voilà. Et il y a un autre, le barème déterminé par le gestionnaire, c'est-à-dire que en plus, il y a quand même, s'il y a un accueil régulier ou occasionnel, toute demi-heure commencée sera facturée au tarif horaire appliqué à la famille, avec une tolérance accordée de 10 minutes. Pour l'accueil des enfants résidant hors du secteur géographique de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et dont aucun parent ne travaille sur le territoire de notre communauté de communes, une majoration de 15% sera appliquée au tarif horaire de la famille, quel que soit le type d'accueil. Et il y a également, malheureusement, des retards. Il y a des enfants qui restent après la fermeture. Donc, après 19h, heure de fermeture des structures, le retard est facturé 15 € de l'heure, quel que soit le type d'accueil. Toute heure commencée est due. Voilà. Ce qui est normal. Donc, il vous est proposé de maintenir les taux de participation des familles et du plafond en fonction du plafond des ressources décrits ci-dessus et d'appliquer les tarifs déterminés par la CNAF pour l'année 2022, tels que les détails ci-dessus. Y a-t-il des demandes d'explication? Y a-t-il des contre? Non. Je pense, Madame la Présidente, que nous pouvons appliquer. Parfait, merci beaucoup Marie. Je passe au point suivant, qui est le dernier point pour ce soir, qui est la modification donc, du tableau des emplois, avec deux points. Donc le départ en retraite, tout d'abord, de l'agent en charge de l'accueil et de la saisie des données sur le pôle gestion des déchets. Donc il convient de supprimer le grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe à temps complet. Et puis, considérant le recrutement du responsable médiathèque sur le site de Mareuil, il convient de créer un poste d'assistant de conservation principale de deuxième classe à temps complet. Ce poste était prévu au budget RH de 2022. De fait, il vous est proposé donc d'autoriser la création et la suppression des grades cités ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisé, qui était joint, et puis de m'autoriser à signer le document relatif à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Non, dans ce cas-là, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je clôt donc ce conseil communautaire formel. Y a-t-il des questions? Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Excuse-moi. C'est pas une question, c'était juste pour vous informer qu'on avait passé une délibération dans le cadre du plan d'alimentation territoriale pour solliciter dans le cadre du plan de relance une aide du ministère. Et donc, nous avons été lauréats sur ce concours-là. Donc il y a 11 lauréats en France et donc on doit aller chercher notre remise de prix au Salon de l'Agriculture jeudi prochain à Paris. En effet, on touchera. Donc on va pouvoir se lancer dans un PAT. Voilà, merci. Y a-t-il d'autres points, autre chose à aborder? Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. J'entends pas, excuse-moi. Nicolas, tu ne veux pas intervenir par rapport à la Oui. Bonsoir Gilles. Effectivement, alors on avait prévu une intervention avec la présidente, sauf que Ludovic Ogbon,
puisque c'est ce dont tu parles, a fait un démenti aujourd'hui dans la presse. Pour resituer, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant de l'affaire, le président maire du pays de Fontenay-le-Comte a, en délibération de conseil communautaire, annoncé une hausse de la fiscalité pour ce qui concerne son territoire, un prélèvement sur le foncier bâti, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, à hauteur de 2%. Et dans le cadre de ces déclarations, il s'est permis d'annoncer que à la fois Challengois et Sud-Vendée Littoral, qui étaient les deux seuls, à la fois communauté de communes et communauté d'agglomération, parce que c'est l'ensemble du département de la Vendée qui aujourd'hui ne prélevait pas, pour l'un, donc pour Challengois, allait prélever dès cette année, et pour ce qui nous concernait, à partir de l'année prochaine. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'information assez rapidement par le biais de la présidente. Je ne vous cache pas que j'étais extrêmement remonté mardi soir, parce que je rappelle quand même que cette compétence est la vôtre, qu'on se force et on fait en sorte depuis maintenant 5 ans, 6 ans de construire des budgets sans augmentation de la fiscalité. C'est un choix qui nous appartient. Effectivement, si Challengois décide, et ça c'est pas moi qui irai l'annoncer pour eux, de voter une fiscalité sur le foncier bâti, on sera le seul territoire de la Vendée à ne pas en prélever. Maintenant, on fait, en tout cas pour ce qui me concerne, en sorte, dans la mesure du possible, d'éviter de la pression fiscale supplémentaire sur les contribuables. Je rappelle que dans le cadre de la GEMAPI, et vous avez été ce soir fait une présentation exhaustive, et je te remercie Jam, on fait ce qu'on appelle un appel à produits. Un appel à produits, on vote des montants. Aujourd'hui, les montants qui sont sur ce qu'on appelle du taux additionnel, hein, c'est un peu plus d'1,2 million, donc il y a quasiment 400 000 € de plus à aller chercher. Comme c'est une participation qui nous est demandée par le syndicat, on pourrait très bien finalement dire que les 400 000 € supplémentaires, c'est le budget principal qui les supporte. Maintenant, la situation qui est celle de la communauté commune, vous la connaissez, on n'est absolument pas en capacité à le faire. Donc forcément, si demain on veut porter les travaux tels qu'ils ont été présentés, ce que je vous proposerai le mois prochain, puisqu'on a jusqu'au 15 avril, et vous le savez, c'était aussi un échange dans le cadre du DOB, c'est d'aller chercher donc, du produit sur cette fiscalité par le biais du taux additionnel. Sur les taux tels qu'ils sont connus, bien sûr que j'aurai l'occasion le mois prochain de voter des taux identiques à ceux qu'on connaît depuis maintenant la création de la communauté de communes. En revanche, et je conclurai là-dessus, parce que moi je n'ai pas pour habitude de m'immiscer dans les affaires des autres, ce qui serait bien c'est que tout le monde en fasse autant. Nos marges de manœuvre, on les connaît. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que notre taux de CAFNET il est inférieur à 2%, qu'il faut soit faire des économies drastiques, et aujourd'hui, vous le savez, sur le 0,11, on était déjà allé au bout des choses. Sur le 0,12, vous le savez également, forcément que ça passera à un moment donné par des recettes supplémentaires. Mais en tout cas, c'était pas... Moi, ce qui m'a gêné dans cette démarche, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il y avait des choses de convenues, et ça, c'est pas quelque chose d'appréciable. Donc le soufflet est un peu retombé, parce que c'est vrai que j'avais prévu une intervention assez virulente, pour tout vous dire. Le démenti apaise un peu les choses. Mais voilà, on a fait une prospective, vous la connaissez, les chiffres, vous les connaissez, c'est de votre responsabilité. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas en tout cas sur la table pour ce qui nous concerne. On aura un autre sujet à traiter très rapidement sur la fiscalité, c'est l'harmonisation TOM-ROM, avec les taux de TOM qui vont demain être appliqués selon les territoires. Et je pense qu'on aura suffisamment à faire. Voilà, une haie à la fois, sinon on finit par tomber, comme disait un de mes anciens collègues. Donc voilà, je ne veux pas être plus long ce soir, mais en tout cas, malgré tout, je remercie le maire de Fontenay d'avoir fait son démenti, parce qu'il faut remettre les choses dans son contexte, et vous êtes souverain, messieurs, dames. Merci beaucoup. En effet, j'avais eu un échange avec M. Aubon très tardivement l'autre soir, à 23h, nous avons eu un échange. Y a-t-il d'autres observations ? On vous a remis donc un registre de concertation pour chaque commune lié au PLUI. Alors bon, c'est une obligation, il faut l'avoir, mais en effet, pour le moment, on n'a pas grand-chose à mettre dedans, c'est à garder précieusement. Et puis, voilà, si c'en est terminé, je vous invite à prendre un petit verre, parce qu'on s'est dit que voilà, on allait reprendre les bonnes habitudes pour clore ce conseil communautaire. Je vous remercie beaucoup.